Bon, j'ai démarré, je pense que c'est soit l'apoptose, soit la Toussaint. Je suis content d'être avec les survivants. Donc on va continuer sur nos histoires. Et comme que je prenne mon cours, parce que sinon on ne va pas y arriver. Hein. Voilà. Je suis curieux de savoir d'ailleurs, peut-être que vous pourrez me dire si le format de 1h30 ça vous va, ou si vous préféreriez 9 fois 1 heure, ou un autre format. Donc c'est une discussion qu'on a actuellement au collège, que je viens d'avoir d'ailleurs. Donc voilà, vous me direz, je sais pas. Vous pouvez me le faire savoir par les voies que vous voudrez. Donc troisième cours, mais cette année il y aura un cours de plus, donc on fera 7 fois 1h30. Donc dans une revue récente, mais je suis intéressé quand même de savoir, parce que c'est un débat qu'on a, est-ce qu'on ne va pas imposer 9 séances obligatoires? Voilà, donc je ne sais pas très bien. Donc dans une revue récente, McKinnon nous rappelle que nous fabriquons, nous, humains, 700 nouveaux neurones par jour dans l'hippocampe, soit un turnover de 1,75%, ce qui est pas mal. Et ce genre de turnover, maintenant que vous êtes vraiment au courant avec ça suggère qu'on peut avoir des réparations dans les neurones qui prolifèrent par le mécanisme dit de recombinaison homologue. C'est un chiffre qui me donne l'occasion de compléter un point qu'on avait discuté trop brièvement, je pense, l'année dernière, et qui porte sur la question des cellules souches dans le système nerveux, mais pas seulement en rapport avec la réparation de l'ADN et de son vieillissement. Oui, j'ai eu des plaintes, des gens qui disent que je leur cassais le moral. Mais non, je vous assure, vous allez voir, la fin est bien. Donc, le tout, c'est de tenir jusqu'au bout. C'est connu. Hein. Donc, le travail pas celui-là, mais un autre travail qui est fait par Ged Kamperman, dont je reviendrai, nous le rappelle. Les humains, s'ils sont évidemment des animaux, ça c'est clair, sont uniques par bien des aspects, même si certains ne le savent pas ou ne le comprennent pas. Et pour ce qui est de la neurogénèse, nous en faisons moins que nombre d'autres espèces. Ça c'est clair. Et vous voyez ici dans cette diapositive que j'ai reprise d'un cours de l'année dernière, je crois. Vous avez des animaux qui font de la neurogénèse. Les oiseaux, par exemple, font de la neurogénèse assez fréquente, en tout cas au cours des périodes où ils réapprennent le chant. Vous avez toute cette zone-là, qui est une zone neurogénique chez le lézard. Chez les poissons, vous avez voyez, toutes ces zones qui sont des zones neurogéniques, c'est-à-dire quasiment tout le cerveau est neurogénique, alors que chez les mammifères, ici vous avez la souris, vous avez juste deux petites zones neurogéniques, une dans l'hippocampe et l'autre dans ce qu'on appelle la zone subventriculaire, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Donc en fait, nous faisons moins de neurogénèse chez les mammifères que dans d'autres espèces. Et donc, pour ce qui est de Sapiens, on en fait quand même beaucoup plus au cours du développement. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais raconté un tout petit peu pourquoi le cerveau est beaucoup plus grand. Pourquoi, j'en sais rien, mais par quel mécanisme on arrive à faire un cerveau aussi important. Et évidemment, c'est parce qu'on a soit une perte de la mort cellulaire au cours du développement, soit une augmentation du nombre de progéniteurs ou du nombre de divisions que chaque progéniteur est capable de faire, ce qui augmente bien évidemment la taille du cortex. La taille du cerveau est une chose, mais en même temps, on en avait parlé l'année dernière aussi, il n'y a pas uniquement la taille du cerveau qui est importante, il y a aussi la taille respective ou les tailles respectives des différentes régions qui sont impliquées dans différentes fonctions cérébrales. En particulier les aires dites associatives et les aires du langage et les aires qui sont liées à ce que nous, humains, appelons la cognition, sont évidemment plus importantes chez Sapiens que chez un chimpanzé, par exemple. Donc, je vous avais rappelé ça l'année dernière en vous citant les travaux, je ne sais pas si vous en souvenez, de Arnold Kriegstein ou de Wieland Hüttner, qui travaillent sur l'évolution du cortex. Donc alors ce que vous devez aussi avoir en tête, c'est que les techniques de calcul de l'âge de naissance de nos neurones
qui ont été faites par Friesen grâce au traçage du carbone 14 qui a été relâché dans l'atmosphère au moment des derniers essais atomiques en plein air, dans les années 60, ont permis de démontrer que chez Sapiens, la neurogénèse est très importante dans l'hippocampe. Elle dure toute la vie, elle ne baisse pas avec l'âge, mais elle est, d'après lui en tout cas, très faible, voire inexistante dans le bulbe olfactif. Ça, vous pouvez le voir ici, c'est ce que nous savons avec certitude chez la souris, c'est-à-dire qu'il y a une neurogénèse au niveau hippocampique et une neurogénèse dans la zone supraventriculaire qui envoie des neurones dans le bulbe olfactif, des interneurones de type GABAergique, mais il n'y a jamais de passage dans une région qu'on appelle le striatum, qui sont des ganglions de la base qui sont impliqués dans beaucoup de choses, mais en particulier dans les systèmes moteurs. Mais ce que dit Friesen, c'est qu'en fait, chez l'homme, il n'y a plus de neurones qui partent vers le bulbe olfactif, mais qu'au contraire, ils sont redirigés vers le striatum. Donc c'est un point important sur lequel j'ai passé 2 ou 3 minutes. Enfin, un petit peu plus peut-être. Donc si c'est vrai, cela nous distingue évidemment des souris et des rats et des autres mammifères, chez qui les neurones GABAergiques du bulbe olfactif sont renouvelés à partir des cellules souches neurales qui sont présentes dans la zone subventriculaire. Donc on peut noter tout de suite, ça va nous servir je pense, que les nouveaux neurones chez la souris, qu'ils soient des neurones de l'hippocampe ou des neurones donc glutamatergiques ou des neurones bulbaires et GABAergiques, expriment un filament intermédiaire qui s'appelle DCX, et exprime aussi une forme modifiée d'une molécule d'adhésion neuronale qui est la NCAM. La forme modifiée s'appelle PSA-NCAM, car elle fixe un acide polysialique très particulier, en alpha 2 8. Et ça, c'est une expression qui a lieu. Vous voyez ici, voilà, ça on est dans l'hippocampe. Donc vous avez les cellules qui prolifèrent et puis qui commencent à migrer. Et vous voyez que quand elles sont très jeunes comme ça, et avant de se différencier, au cours de la migration, elles sont déjà plus ou moins postmitotiques, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de proliférer, elles migrent. Elles expriment donc ce filament intermédiaire et cette molécule de surface. Et il en va de même des cellules du bulbe olfactif qui, là, vous voyez, expriment donc ces 2 marqueurs avant de devenir matures. Et ici, je ne sais pas pourquoi, ça c'est l'hippocampe, ça c'est l'olfactory bulb. Et ça, oui, il y a 2 types d'interneurones dans le bulbe olfactif. Il y a les cellules granulaires et les cellules qu'on appelle périglomérulaires. Mais dans tous les cas, c'est un marqueur qui est un marqueur assez précoce, mais qui est un marqueur de neurones déjà déterminés dans leur fonction neuronale. Ça va être des neurones, voilà. Alors, les humains, bon, ils ont aussi des cellules souches dans la zone subventriculaire. Et si ça ne va pas vers le bulbe, la question c'est à quoi ça sert. Et donc, c'est comme ça que Friesen, ce collègue du Karolinska Institute, est reparti dans ses techniques de marquage au carbone 14. Et son explication, je viens de vous la livrer d'ailleurs il y a un moment, c'est que si la neurogénèse a persisté dans l'hippocampe et disparu dans le bulbe olfactif chez les humains, cela, dit-il, est dû à une moindre importance de l'olfaction dans notre espèce. Ça se discute, j'en ne suis pas sûr. Personnellement, enfin, j'aime bien sentir, mais c'est sûr qu'on a une station debout qui fait qu'on est moins soumis à des odeurs qui viennent de la terre, du sol. C'est-à-dire que les animaux qui marchent à 4 pattes ont l'olfaction est un système qui est plus important que chez nous, qui sommes entre 1,50 m et 2 m du sol, ça dépend des gens. Mais déjà, ça s'est plus raréfié au niveau de la richesse des odeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bulbe olfactif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre de nouvelles odeurs. Donc, je ne sais pas très bien ce que Friesen veut dire par là. On a perdu beaucoup de récepteurs olfactifs. En particulier, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des pseudogènes dans les récepteurs olfactifs, c'est-à-dire des récepteurs olfactifs, des gènes qui ont été interrompus et qui ne sont plus actifs. Donc c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de gènes par rapport aux chimpanzés,
Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un système olfactif qui fonctionne. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous conseillais de boire du Bordeaux et ce n'est pas désagréable de le sentir avant de le boire. Surtout, ça peut éviter le bouchon. Donc, pourquoi donc des cellules dans la zone subventriculaire? Elles devraient aussi avoir disparu. Donc, l'autre explication, celle que propose notre ami Friesen, c'est que ces cellules vont ailleurs que dans le bulbe. Donc, les auteurs ont utilisé DCX et PSA-NCAM, qui sont donc des marqueurs de nouveaux neurones qui sont en migration, comme marqueurs donc de neuroblastes, et ils en trouvent une grande quantité dans le striatum. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que voilà ici des nouveaux neurones. Alors il y en a évidemment très très peu dans le cervelet. On voit qu'il y en a dans l'hippocampe, mais on trouve surtout un paquet assez fort dans le striatum. Et vous voyez que si vous regardez le marquage soit par DCX, soit par PSA-NCAM, à différents âges de la vie, 21 ans, des gamins, 23 ans, 39 ans, 68 ans, vous voyez que vous continuez à avoir dans le striatum et dans l'hippocampe un marquage relativement important qui prouve qu'il y a une forme de neurogénèse qui se poursuit très très tardivement. Donc les neurones du striatum, alors le fait qu'il y ait du DCX, ça montre que ces neurones sont des neurones et pas des astrocytes. Ça, c'est un marqueur astrocytaire en rouge que vous voyez ici. Donc ça, ce sont des cellules qui sont marquées par le marqueur neuronal. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas marquées en rouge en même temps. Donc ce sont vraiment des neurones. Là, vous avez ces neurones ici, à calrétinine, bon, on s'en fiche un petit peu. Vous voyez que PSA-NCAM, donc c'est blanc, mais en même temps que c'est blanc, effectivement, vous avez ce marquage DCX qui montre que ce sont de jeunes cellules. Voici ici le marquage PSA-NCAM. Donc là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Ce sont des vrais neurones. Là, vous voyez aussi de nouveau ce marquage DCX. Ça, NPY, c'est un autre marqueur d'interneurone du striatum. Et là, vous avez encore le marquage DCX, mais vous n'avez pas de marquage de nouveau de la GFAP, qui est un marqueur astrocytaire. Donc, clairement, si on suit et si on croit, mais il n'y a pas de raison de ne pas croire, les expériences que nous propose Friesen, il y a de la neurogénèse dans les humains, adultes, et c'est une neurogénèse qui envoie des neurones dans cette structure striatale dans laquelle les souris n'envoient jamais de neurones. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, qui serait un petit peu particulier à Sapiens. Donc il dit aussi une chose qui est intéressante, c'est-à-dire que d'abord c'est que ce renouvellement ne marque que des interneurones, pas des neurones à longue projection. C'est quand vous avez un neurone, il peut soit projeter très loin. En particulier dans le striatum, vous avez des neurones qui projettent sur la substance noire, j'y reviendrai dans un instant. Vous avez aussi des interneurones. Donc ce sont des interneurones qui sont renouvelés, d'après Friesen toujours. Et ce qui est amusant, c'est que ces interneurones sont les interneurones qui dégénèrent dans la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative, qui atteint d'abord le striatum. Et Friesen et ses collègues ont suivi le renouvellement de ces neurones chez des malades, avec un résultat qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de neurogénèse adulte chez les malades atteints de maladie de Huntington. Donc, on peut peut-être suivre ce que nous raconte Friesen, c'est-à-dire que ces neurones atteignent le striatum alors que chez la souris, ils se dirigent vers le bulbe actif, ce qui voudrait dire qu'il y aura une modification de l'aiguillage de la migration, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le bulbe, on les envoie vers le striatum. Alors, c'est très bien, c'est quand même un article qui n'est pas tellement vieux, vous voyez, Cell 2014, donc c'est un article de l'année, mais est apparu très peu de temps après un autre article qui remet ça en question, qui est un article publié par une équipe chinoise dans lequel ils rappellent dans leur introduction que le striatum représente la structure la plus importante des ganglions de la base,
dont une des fonctions principales, je viens de vous le dire, est le contrôle des mouvements moteurs, mais qui joue aussi un rôle dans la cognition. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire, oui, les ganglions de la base, la substance noire, tout ça, c'est à cause de la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui a à voir uniquement avec la motricité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas uniquement la motricité, c'est aussi le phénomène cognitif. Et chez les primates, alors c'est un truc qui est un petit peu particulier par rapport à la souris. Le striatum se divise en deux régions immédiatement visibles sur le plan morphologique, qu'on appelle le noyau codé et le putamen. Plus de 90% des neurones du striatum sont des neurones GABAergiques, c'est-à-dire des neurones inhibiteurs de taille moyenne avec des épines, on appelle medium spiny neurons, qui projettent soit sur la substance noire, hein, soit sur le pallidum. Donc là, je vous montre un tout petit peu comment ça se passe. Donc vous avez vos neurones du striatum, hein, qui peuvent projeter sur le pallidum ou interne ou externe, soit sur la substance noire, comme vous pouvez le voir ici directement. Et puis ces noyaux, évidemment, repassent par le thalamus et vers le cortex, qui lui reboucle sur le striatum. Donc vous avez une espèce de boucle comme ça. La chose qui est la plus intéressante, d'une façon, c'est que vous avez des modifications, vous avez une compartimentation du cortex entre différentes régions. Là, on a marqué, on a juste indiqué le cortex moteur, sensoriel, associatif et limbique. Limbique, si vous voulez, c'est un petit peu la récompense, le cortex de la récompense, c'est-à-dire que c'est aussi celui de l'addiction, c'est-à-dire qu'il faut boire du vin rouge, mais pas trop, parce qu'après, voilà. Et là encore, ça fait partie des drogues douces. Hein, donc, vous voyez que ces modifications au niveau du cortex cérébral se retrouvent au niveau du striatum, sur lequel projette le cortex cérébral, se retrouvent au niveau du pallidum et de la substance noire, et se retrouvent aussi au niveau du thalamus. Donc, c'est-à-dire que vous avez ces projections qui sont compartimentées dans tous ces étages, si vous voulez, de la construction des réseaux de neurones dans un cortex. Hein. Donc, vous avez cette compartimentation similaire à tous les niveaux du circuit, qui implique cortex, striatum, pallidum et substance noire et thalamus. Alors, les études du développement cérébral, chez la souris évidemment principalement, ont démontré que les neurones du striatum, ici, les neurones du striatum sont générés au niveau de ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires médianes et latérales. Donc, de nouveau, ce sont des choses auxquelles je vous ai exposé pendant pas mal d'années, mais bon, je répète un tout petit peu. Donc là, c'est un article, Gord Fischel a beaucoup travaillé sur ces questions. Vous voyez ici que vous avez votre région de cerveau antérieur, et vous avez ce qu'on appelle la région dorsale, qui est ici, qui va donner essentiellement le cortex, et puis vous avez une région qui est une région ventrale, qui est ici, où vous avez le bleu et le vert. Et à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires latérales, médianes et caudales. Or, si la plupart des neurones pyramidaux dans le cortex des souris et des rats sont neurones pyramidaux qui viennent de la zone ventriculaire ici, qui migrent, hein, rappelez-vous les travaux de Kriegstein l'année dernière, mais je ne veux pas revenir dans ce détail, énormément, sinon la totalité chez la souris des interneurones du cortex viennent des éminences ganglionnaires, latérales et médianes et caudales. D'accord ? Chez les sapiens, c'est un peu différent. Chez sapiens, en fait, nous avons évidemment toujours les neurones pyramidaux qui sont 80% des cellules dans le cortex viennent de cette zone ventriculaire ici, sous-ventriculaire, mais nous avons évidemment beaucoup d'interneurones qui proviennent des éminences ganglionnaires, mais il y a aussi des interneurones qui viennent des éminences de la zone ventriculaire. Donc ça, c'est encore une invention qui nous est particulière. Donc, les éminences médianes, caudales et latérales fournissent les neurones du striatum. Pour ce qui est des éminences médiales et latérales, en tout cas, ça va vers le striatum. Et puis, les interneurones inhibiteurs du cortex, qui viennent, elles, des trois régions, médiane, latérale et caudale. Hein. Donc là, je vous rappelle aussi, évidemment, ce que je disais, c'est que chez Sapiens, c'est une petite différence. Donc, au cours du développement précoce, les cellules neuroépithéliales, c'est-à-dire celles qui vont donner naissance aux neurones, et qui sont en fait ce qu'on appelle au départ des glies radiaires, alors, donc ces glies radiaires jouent le rôle de cellules souches primaires, hein, au niveau des éminences ganglionnaires latérales. C'est-à-dire qu'ici,
vous avez des cellules qui sont en fait qui ont l'air d'astrocytes, en fait sont des cellules souches, hein, et qui vont donner les neurones du striatum, qui eux projettent sur la substance noire. Donc la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est que nous avons des marqueurs génétiques qui nous permettent de dire, en fonction des gènes qui sont exprimés, d'où viennent les cellules. Hein, c'est ça le truc essentiel. C'est-à-dire qu'en fonction de la région dans laquelle un neurone est dans le cortex, il va, ou dans les éminences ganglionnaires, qu'elles soient latérales, médianes ou caudales, ces neurones vont exprimer des gènes différents, comme des marqueurs, comme si on pouvait mettre un colorant. Et donc si on regarde plus tardivement les neurones dans les différentes régions et qu'on peut voir quels sont les gènes qui sont exprimés, on a une idée de la région d'où ils viennent. Hein. Et c'est intéressant parce que si on prétend que dans le striatum, il y a des neurones qui viennent de la SVZ, la zone subventriculaire, contrairement à ce qui se passe chez la souris, alors on devrait avoir dans le striatum des marqueurs des cellules de la SVZ. Alors les cellules de la SVZ, de la zone subventriculaire, ces cellules souches adultes, elles viennent pour l'essentiel des éminences ganglionnaires latérales, de la LGE. D'accord ? Donc, et là, on a des marqueurs spécifiques de la LGE. Et donc, ce qu'ont fait ces collègues chinois, c'est de regarder quels étaient les marqueurs qu'on trouve dans le striatum par rapport à ces marqueurs qui indiquent est-ce que je viens de la LGE, est-ce que je viens de la MGE, est-ce que je viens de... Voilà. Donc, toutes les cellules de la zone sous-ventriculaire, normalement, hein, sont des cellules qui dérivent des éminences ganglionnaires latérales. Donc, en fait, c'est ça, si vous voulez, qui donne normalement les cellules de la zone subventriculaire qui, toute la vie, génèrent des nouveaux neurones. Donc, on est normalement capable de voir à quoi ça ressemble. Or, chez la souris normale, les cellules souches de la zone subventriculaire génèrent tout au long de la vie, je rappelle, des interneurones GABAergiques du bulbe olfactif, mais les cellules de la zone moyenne, la MGE et des aires préoptiques, ces deux régions-là, hein, qui sont marquées par des marqueurs qui sont ici NKX 2.1 essentiellement, si je vois bien, eh bien, ne fournissent que peu, en fait, ou pas du tout, plus probablement, de cellules de la zone subventriculaire adulte. Hein. Donc on peut très bien distinguer chez l'adulte les cellules qui viennent d'ici des cellules qui viennent d'ici, et ces cellules qui viennent d'ici, normalement, ne donnent pas de cellules de la zone subventriculaire. Donc les marqueurs spécifiques sont des facteurs de transcription, comme je vous disais. Pour la LGE, c'est essentiellement un marqueur qui s'appelle SP8, et pour la MGE, les éminences ganglionnaires médianes, eh bien, c'est SOC6, que c'est un marqueur, et puis aussi NKX 2.1, comme vous le voyez ici. Donc, chez les études de nos collègues chinois, qui ont regardé chez le singe et qui ont regardé aussi chez les humains, montrent que 90% des neurones du bulbe olfactif, ceux qu'on trouve dans le bulbe olfactif, expriment SP8. Donc en fait, ça veut dire que les neurones qui sont dans le bulbe olfactif ne viennent pas des éminences ganglionnaires médianes. D'accord ? Donc elles expriment SP8, c'est-à-dire qu'elles viennent des éminences ganglionnaires latérales, c'est-à-dire qu'elles viennent en fait de la SVZ. Hein. Et chez le singe comme chez l'humain, pour le striatum, ce qu'on voit, c'est une expression massive hein, de NKX 2.1 et de SOC6, ce qui suggère que ces interneurones, chez l'humain, dans le striatum, viennent des éminences ganglionnaires médianes, donc pas de la SVZ. Et puis ils ont fait des marquages de cellules qui sont capables de se proliférer chez l'adulte, et ils ont démontré l'absence de nouveaux neurones dans le striatum du singe adulte. Alors chez l'humain, c'est plus difficile à faire, donc ils ne l'ont pas fait. Mais vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous dis. Vous voyez ici le striatum, vous voyez que vous n'avez pratiquement pas de neurones qui sont marqués par SP8, hein, ça c'est clair. Donc vous n'avez pas de neurones qui normalement viennent des éminences ganglionnaires latérales, qui viennent donc de la SVZ, alors que si vous regardez le bulbe olfactif, c'est tout à fait le contraire. Hein, vous êtes absolument bourré dans le striatum de cellules qui expriment SOC6, à l'inverse. En revanche, évidemment, si vous regardez le bulbe olfactif, vous trouvez des neurones qui sont marqués, eux, par SP8. Donc, et puis là, ça, c'est chez le singe, c'est exactement le même topo. Donc, il semble, ce que j'ai souligné ici, que chez le singe comme chez l'humain, les cellules du bulbe expriment SP8
qui sont des marqueurs de la SVZ, alors que les cellules du striatum expriment SOC6 et NKX2.1, qui sont des marqueurs de l'éminence ganglionnaire médiane et non latérale. Donc ça remet un petit peu en cause ce que raconte notre ami Friesen. Et à vrai dire, moi, je n'ai pas voilà, donc on peut en conclure que chez la souris adulte, la SVZ continue de produire des interneurones du bulbe chez la souris, mais ne contribue pas à la formation de nouveaux interneurones au niveau du striatum, ça on le savait. Donc il y a un corrélat entre les deux groupes, et que la différence concerne les primates et surtout les humains, puisque pour le groupe chinois, sur la base de l'expression de ces deux marqueurs, que sont SP8 et SOC6, on observe une baisse massive, mais pas totale, de la production d'interneurones dans le bulbe olfactif dès la première année de la vie, ça baisse terriblement, mais il ne constate pas que de nouveaux neurones marqués par SP8 et par un marqueur du genre BRDU apparaissent dans le striatum adulte. Donc, si on reprend le schéma de nos collègues suédois, d'une certaine façon, eh bien, vous voyez ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'au fond, on peut imaginer qu'on a des neurones qui vont dans le bulbe olfactif, ça c'est la conclusion de nos collègues chinois, en l'occurrence, excusez-moi, je me suis trompé, mais qu'on n'a absolument rien du tout qui irait dans le striatum. Donc, je ne sais pas très bien donner d'explication pour cette différence d'interprétation, mais c'est quand même important. C'est important parce que s'il y a la neurogénèse adulte dans le striatum, ça change énormément de choses par rapport à l'idée qu'on se fait du renouvellement de sa structure chez les humains. Et c'est une structure, comme je disais, qui est très importante sur le plan moteur et cognitif. Et l'idée, si vous voulez, qu'on perde ces neurones dans les maladies de Huntington, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouveaux neurones dans le striatum dans la maladie de Huntington, c'est quand même une idée qui est intéressante. Donc, je n'ai pas de religion là-dessus. J'attends la suite des événements. Alors, on peut imaginer que la divergence est liée aux techniques de marquage. Dans un cas, c'est le carbone 14 qui a été libéré par les explosions atomiques en plein air dans les années 60. Dans l'autre cas, c'est du BRDU, et chez le singe. Alors, il y a une autre question qui est celle de l'impact des lésions du génome et du vieillissement sur la fonction des cellules souches. Ça, c'est une autre affaire. Donc, mais aussi des lésions qui sont des lésions qui peuvent être génétiques, mais c'est aussi des lésions morphologiques, c'est-à-dire que si vous faites une lésion dans un cortex ou dans un striatum ou n'importe où dans le cerveau, et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai fait le cours sur la régénération il y a 3 ans ou il y a 4 ans, je ne me souviens plus très bien, on peut voir apparaître de nouveaux neurones. C'est ce qu'a raconté Elizabeth Gould quand elle plaidait pour une neurogénèse généralisée dans tout le cerveau, c'est-à-dire à laquelle, personnellement, je ne crois pas énormément. Mais s'il y a une lésion, est-ce qu'il est possible que des cellules qui viennent de la SVZ ou qui viendraient d'une autre région neurogénique puissent être attirées vers l'endroit où il y a une lésion? Ça, c'est possible. J'en suis tout à fait convaincu que c'est une chose possible. L'autre possibilité, c'est qu'une lésion sur place, et ça peut être aussi une lésion génétique, par exemple, mais ça peut être aussi une lésion morphologique, comme je disais, une petite nécrose locale, une petite ischémie, voilà, peut entraîner une prolifération d'astrocytes locaux et la différenciation de ces astrocytes locaux en nouveaux neurones. Donc ça, c'est une possibilité d'avoir de la neurogénèse dans des régions où on ne l'attend pas. Mais pour ce qui est d'une neurogénèse normale qui envoie vers le striatum, que nous propose Friesen, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment avant de se faire une religion là-dessus. Donc, je vais traiter donc de ce point de l'affaiblissement de la neurogénèse avec l'âge à travers une revue. Et donc, bon, là, je vous remets cette histoire, maintenant vous vous en souvenez. Une revue publiée cette année par Behrens et collaborateurs dans Nature Cell Biology. Je ne vais pas revenir, si vous voulez, sur le raccourcissement des télomères. Vous savez que chaque fois qu'une cellule se divise, ces télomères se raccourcissent, c'est comme elle sait, ou de la réparation par chromosomes homologues, ou par raboutage, non-homologous joining. Mais sur les aspects qui sont liés, c'est plus important, enfin c'est très important, à l'environnement cellulaire, à la question des niches et à celle de la circulation. Donc, c'est ce que je veux dire ici. Voilà la revue de référence. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, moi je vois assez mal en fait.
Donc vous avez ici des stress génotoxiques, des cassures de l'ADN, de la sénescence, et vous voyez que ça a des effets sur la niche des cellules souches, c'est-à-dire la SVZ c'est une niche, hein, l'hippocampe c'est une niche, et puis vous avez aussi des effets qui sont beaucoup plus généraux, qui sont des effets sur l'environnement, la circulation par exemple. Et ça, ça va avoir des effets sur la quiescence, le renouvellement ou la différenciation des cellules souches, non sans évidemment des modifications épigénétiques en retour. Donc c'est plutôt de ça que je vais vous parler pendant un instant. Donc il est très intéressant de constater et d'étudier les facteurs extrinsèques, hein, et pas seulement les facteurs intrinsèques, hein, parce qu'évidemment toutes les cellules sont en contact avec un milieu, c'est le principe même du vivant. Dans le cas, par exemple, des cellules souches musculaires, mais rien ne prouve qu'elles soient si différentes des cellules souches musculaires que des cellules souches neurales, ça reste des cellules souches. Un des mécanismes de la prolifération de ces cellules et de leur différenciation, c'est la voie qu'on appelle la voie Notch-delta. Hein. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler, je vous le rappelle parce que c'est une chose sur laquelle j'ai déjà pas mal discuté. Hein. Delta, c'est un ligand qui est sur une cellule, voilà ici, et puis delta ou delta-like ou serrate, enfin, ce n'est pas le problème, qui interagit avec Notch, qui est un récepteur. Et quand cette interaction a lieu, on a un clivage du domaine intracellulaire de Notch qui passe dans le noyau et qui se transforme en cofacteur de la transcription. Et en général, c'est quelque chose qui empêche la différenciation, c'est-à-dire qui maintient un caractère souche. Hein. Donc vous voyez ici, le delta ou delta-like se fixe sur Notch, induit une chaîne de transduction du signal, dont un élément essentiel est, je viens de vous dire, le clivage du domaine intracellulaire de Notch et son transfert au noyau, où il devient facteur de transcription. Hein. Donc, ce qui est très classique quand on parle du système delta-Notch, sur lequel a travaillé, même qui a été découvert par un de nos anciens collègues qui s'appelle Spiros Artavanis Tsakonas, qui était professeur ici, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a un maintien des cellules dans un état non différencié. Hein. Alors, dans le tissu musculaire, il existe des cellules satellites, hein, c'est-à-dire qu'on refait du muscle tout le temps, qui sont des cellules souches. Hein. Elles expriment le facteur de transcription PAX7, comme je vous l'ai indiqué en bas. Hein, c'est une homéoprotéine de la famille PERD. Et ces cellules satellites qui expriment PAX7 sont impliquées dans la régénération permanente du tissu musculaire. Le PAX7 est absolument indispensable à cette fonction. Hein. C'est-à-dire que si on perd la voie de signalisation entre Notch et delta, dans les cellules satellites quiescentes, cette perte se traduit par une réparation défectueuse du tissu après blessure. C'est-à-dire si vous cassez votre muscle, voire même pas après blessure, même normalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière ou l'année précédente, je ne sais plus très bien, j'ai raconté que quand une souris court, elle casse ses muscles. Ça fait des trous dans les membranes musculaires. Donc en fait, comme tous les organes, ce n'est pas un organe qui se renouvelle en permanence. Bon, pas comme tous les organes. Dans le système nerveux, il y a plein de régions qui ne se renouvellent pas. Comme vous le savez, beaucoup de neurones ne sont pas renouvelés. Mais pour le tissu musculaire, il y a un renouvellement. Et ce renouvellement dépend évidemment de la présence de ces cellules souches. Voilà. Donc ce qu'il y a, c'est que la voie Notch, qui agit directement sur les cellules souches, n'est pas la seule voie. Hein. Il y a d'autres voies. Et en particulier la voie Wnt, hein, qui, de nouveau, maintenant pour vous, ça va être facile, parce que, enfin, je pense, parce que ce sont des choses dont on a parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas à chaque fois vous redéfinir ce que sont ces différentes voies. Donc la voie Wnt, c'est une voie qui... Wnt, c'est un facteur, ce qu'on appelle un morphogène, et dans le cas des cellules musculaires, la voie Wnt impliquée, c'est ce qu'on appelle une voie non canonique, c'est-à-dire pas celle qui est la voie classique qui était décrite quand on a découvert l'interaction de Wnt avec son récepteur, mais en fait une voie qui fait entrer, une voie qui implique une transduction calcique. Or, cette voie Wnt, en fait il s'agit ici de Wnt7A, non canonique, qui repose en fait sur une transduction du signal par le calcium, eh bien, augmente la prolifération des cellules souches et la régénération musculaire. Donc, vous avez un certain nombre de facteurs circulants et de facteurs intrinsèques
des protéines qui sont à la surface des cellules souches et des protéines qui se baladent dans la circulation ou dans l'environnement de la niche et qui ont un rôle important à jouer sur le renouvellement, la régulation, si vous voulez, de la prolifération de ces cellules. C'est vrai pour le muscle, c'est vrai pour le système nerveux, c'est vrai pour les cellules intestinales, dont vous savez qu'elles se renouvellent dans le gros intestin tous les 5 jours, c'est vrai pour le système hématopoïétique, c'est-à-dire que vous avez toutes ces, dans la moelle osseuse, vous avez donc toutes ces régions qui sont des régions niches pour les cellules souches et qui sont soumises à travers l'environnement général, mais aussi local, à des signaux qui décident finalement si elles doivent ou si elles ne doivent pas proliférer. Donc si je reviens à mon premier schéma, qui est celui-là, alors vous avez donc, c'est un schéma qui est relativement simple, vous avez donc plein de choses qui ne sont pas sympas du genre génotoxiques, exogènes ou endogènes, parce que vous pouvez avoir endogènes, c'est-à-dire par exemple les radicaux libres dans une cellule sont des génotoxiques endogènes, ils vont aller casser l'ADN. Ici, vous avez une dysfonction des télomères. Vous vous rappelez, les télomères, c'est ce qu'il y a quand je reproduis une cellule. J'ai l'extrémité de mon ADN qui est constituée de ces télomères. Et les télomères se raccourcissent à chaque division pour la bonne raison que ma polymérase ne peut pas aller au-delà d'elle-même. Donc en fait, elle ne peut pas se répliquer sous elle-même. Donc à chaque fois, c'est plus court. Sauf évidemment si j'ai une activité reverse transcriptase qui permet, ma DNA polymérase ne peut pas aller jusqu'au bout, mais la télomérase, qui est une reverse transcriptase, peut rallonger à chaque fois. Donc dans les cellules souches, même si je prolifère, en général, je rallonge. Mais je peux avoir une dysfonction des télomères, et ça induit des dommages à l'ADN. Au cours de la réplication, on peut aussi avoir des cassures de l'ADN. Et puis l'aneuploïdie peut avoir des cassures de l'ADN, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon nombre de chromosomes, ça a des effets sur les cassures d'ADN. Et là, vous avez des réponses qui sont des réponses seules autonomes, donc ou bien vous allez réparer votre ADN avec ça veut dire maintenance du génome, soit vous allez tuer vos cellules parce que c'est trop grave, donc vous avez des checkpoints et vos cellules peuvent s'arrêter de proliférer, entrer en apoptose ou en sénescence. Mais vous avez aussi des réponses systémiques. Et les réponses systémiques sont des réponses qui peuvent avoir des effets au-delà, évidemment, de la niche, avec une atténuation de la croissance, et puis des réponses immunes, et en particulier ce qu'on appelle l'immunité innée, avec les macrophages qui vont retirer les cellules malades, mais en même temps provoquer une inflammation chronique. Donc, bon, c'est pas extraordinairement joyeux, quoi. Je veux dire, enfin, ça va devenir joyeux. Faut pas. J'étais très frappé par un mail que j'ai reçu. Il m'a dit arrêtez, j'en peux plus. Je ne vais pas tenir jusqu'au bout de votre cours. Enfin, je ne voudrais pas être la cause de décisions un peu prématurées. Voilà. Prenons notre temps. D'accord, voilà. Donc, les altérations épigénétiques qui répondent aux lésions de l'ADN induisent une protéine qu'on appelle P16, INCA, ce qui n'est pas un problème, mais c'est surtout un suppresseur de tumeurs et c'est un marqueur important de la sénescence cellulaire. Et là, je suis dans les cellules souches, évidemment. Et au cours du vieillissement, chez la souris, je précise, on a noté une augmentation de l'expression de P16, INC4A, au sein de nombreux tissus. C'est-à-dire qu'au cours du vieillissement, dans les cellules souches, on a des marqueurs de sénescence qui apparaissent dans toutes les cellules, dans toutes les niches. Donc si je retire ce gène P16, je le retire génétiquement, on peut trafiquer les souris, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'augmente la capacité de régénération des cellules souches hématopoïétiques en particulier, et aussi des cellules souches neurales. Donc en fait, je peux avoir un moyen d'augmenter la capacité régénérative des cellules, aussi celle des îlots pancréatiques au cours du vieillissement. Donc ça, c'est plutôt un mécanisme intrinsèque, puisque j'agis directement sur le génome de mes cellules souches. Mais les cellules souches, quand elles vieillissent, parce que même les cellules souches vieillissent,
elles affectent leur propre niche à travers les facteurs qu'elles-mêmes sécrètent. Donc, et parmi ces facteurs qu'elles sécrètent, il y a les cytokines, qui sont des cytokines pro-inflammatoires, donc des molécules qui sont sécrétées par les macrophages en particulier, et des protéases qui détruisent l'architecture du tissu, c'est-à-dire que vous détruisez la niche. Donc ça porte en anglais un nom qui s'appelle SASP, ce qui veut dire Senescence Associated Secretory Phenotype. Donc c'est un phénotype sécrétoire qui est associé à la sénescence. De ce fait, on a un nettoyage des cellules souches âgées, et ce nettoyage des cellules souches âgées, c'est quelque chose d'important parce qu'elle diminue la dégénérescence. C'est-à-dire que si vous avez des cellules souches qui commencent à être fatiguées dans votre muscle, par exemple, vos cellules qui expriment PAC7, les cellules satellites, et qu'elles ont atteint par un processus de vieillissement, qu'il a été créé par un toxique, qu'il soit simplement normal parce que l'animal est plus âgé qu'il ne devrait l'être, eh bien, c'est important de retirer ces cellules souches parce que ça diminue, si vous voulez, la dégénérescence musculaire, parce que ces cellules souches sont toxiques pour leur propre niche, d'une certaine façon. Et là, évidemment, le système immunitaire joue un rôle très important et il est très efficace pour éliminer les cellules sénescentes, à la fois en particulier, je dirais, dans les tumeurs et dans les tissus pré-tumoraux, donc c'est un système qui fonctionne pas mal pour ça, mais avec le temps, il perd cette capacité et ces cellules qui sont déjà un peu malades, qui sont mal fichues, s'accumulent et participent à l'établissement du phénotype de sénescence associé à la sécrétion, donc SASP. Donc cette perte de l'efficacité immunitaire reflète, je pense, c'est vrai, une déficience qui est liée à l'âge de la différenciation des lymphocytes à partir des cellules souches hématopoïétiques. Donc c'est un cercle vicieux, comme vous voyez, vos cellules souches hématopoïétiques ne font plus des lymphocytes qui sont capables d'aller participer à l'immunité, qui permettent de se débarrasser des cellules elles-mêmes fatiguées. Et donc c'est un cercle vicieux, et sans être trop pessimiste, je pense que ce n'est pas un cercle vicieux qui est d'excellent augure pour le porteur. Mais bon, il s'agit de souris. Donc, si toujours en suivant Bérens et ses collègues, on dépasse la question limitée qui est celle de la niche, pour donner un éclairage sur la façon dont le système physiologique dans son entier répond aux lésions du génome et influe sur la physiologie des cellules souches. Alors ça, c'est dans la diapositive suivante, je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, à travers des changements qui sont à la fois ce que j'appelle autonomes cellulaires, c'est-à-dire que c'est la cellule elle-même qui réagit, ou systémique, c'est-à-dire que c'est le système entier qui réagit, eh bien, au cours du vieillissement, une fois passée la période de croissance est venue celle de la maintenance, cette embryogénèse silencieuse, qui est en fait le maintien des structures par leur reproduction, que j'ai évoqué très très souvent au cours des cours. Évidemment, les systèmes endocriniens jouent là un rôle fondamental. C'est eux qui contrôlent la croissance et au cours du vieillissement, eh bien, ces systèmes endocriniens eux-mêmes déclinent. Voilà. Donc, ce déclin des systèmes endocriniens, là, vous voyez, je sais pas, je vois moi, excusez-moi, mais alors c'est ma vue qui décline, donc il faudra que je revienne dessus parce que faut que je vois mieux. Voilà. Ça ne s'améliore pas, vous allez voir. Donc c'est peut-être une bonne chose, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est peut-être une bonne chose parce que si on considère que les lésions du génome favorisent la formation de tumeurs, ce qui est clair, ça c'est une chose qui n'est pas tenante, la croissance anarchique a des conséquences tout à fait prévisibles quand vous avez des tumeurs qui arrivent. Donc l'axe de croissance somatique ou somatotropique
est contrôlé, comme vous le savez, par l'hormone de croissance. Vous avez ici une hormone de croissance. Et l'IGF-1, qui doit se balader quelque part par ici. Voilà l'IGF-1. Et ça, ce sont des hormones qui ont un rôle extrêmement important sur la croissance. Donc l'hormone de croissance, elle est sécrétée par l'hypophyse, ce qu'on appelle la tige pituitaire, et à travers son récepteur, qui est récepteur d'hormone de croissance, eh bien, elle stimule la production de IGF-1, que vous voyez donc, je crois, ici, si je ne me trompe pas. Oui. Dans les tissus cibles. Hein. Donc là, vous avez tous les tissus cibles possibles, hein, le rein, là je ne vois pas ce que c'est, ça doit être un muscle, c'est un pancréas, c'est un foie, etc. Donc en fait, vous avez ces hormones de croissance, dont l'IGF-1 qui s'appelle Insulin Growth Factor donc, 1, et laquelle l'IGF-1, via son propre récepteur, stimule la survie et la croissance cellulaire. Donc, pour en revenir à un système concret et que moi j'aime beaucoup, par exemple, le plexus choroïde, dont je vous ai souvent parlé dans le système nerveux, l'un de mes organes préférés, le plexus choroïde, sécrète de l'IGF-1 dans le liquide céphalorachidien. Et cet IGF-1 et d'autres facteurs qui sont d'ailleurs dans le liquide céphalorachidien agissent sur les cellules souches neurales, hein, mais aussi sur beaucoup nombre d'autres éléments cellulaires dont ils favorisent soit la prolifération, soit la survie. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est d'ordre systémique d'une certaine façon. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est local dans la niche. Hein. Alors, chez l'adulte, cette espèce de couple à la fois vertueux mais aussi infernal, hein, ça dépend à quel moment, hormone de croissance IGF, diminue d'activité et c'est une diminution relative, bien entendu, pas totale, qui permet une résistance au stress et augmente la survie de tous les organismes, hein, du ver nématode à la souris. C'est-à-dire que si je diminue cet axe, j'augmente la survie. Si j'ai une trop grande activité, ce qui se passe, c'est que je développe des tumeurs. Donc, j'ai une suractivité des taxes somatotropes, j'ai une grande activité de tumeurs, d'où l'importance d'avoir toujours, sur pareil en physiologie, il faut avoir une régulation fine. Comme je dis souvent, ce n'est pas mauvais ou bon, c'est la dose qui compte, hein, c'est la régulation qui compte. Par exemple, si vous regardez le nanisme, hein, qui accompagne le phénotype de Progeria, hein, vous vous rappelez, Progeria, c'est quelque chose qui suit, par exemple, le Cockayne syndrome, qui suit des mutations dans certains systèmes de réparation de l'ADN, on en a parlé l'année dernière. Eh bien, ce nanisme, on peut imaginer que c'est un effet secondaire d'un ajustement, d'une certaine façon, qui diminue aussi la formation des tumeurs, parce que vous avez des cassures dans l'ADN, donc vous avez des tumeurs. Ça se trouve, le fait qu'on ait moins d'hormones de croissance dans ce cas-là, c'est induit un nanisme, mais c'est peut-être un nanisme qui est bénéfique, parce que, d'une certaine façon, ça veut dire que, il y a moins d'hormones de croissance, on est plus petit, hein, ça c'est normal, surtout quand l'hormone de croissance s'exprime au cours du développement, mais en même temps, dans ce cas-là, ça diminue l'incidence de la formation de tumeurs chez des gens qui sont prônes à faire des tumeurs, puisqu'ils vont avoir des mutations de leur ADN liées à cette maladie génétique, en l'occurrence. Mais en même temps, ces ajustements entre l'hormone de croissance et l'IGF ont des effets sur les cellules souches. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le renforcement de l'axe somatotropique peut avoir des effets positifs, hein, sur le vieillissement, mais donc c'est un effet, on peut l'utiliser comme un effet anti-âge. Mais en même temps, si on joue sur cet axe somatotropique pour avoir des effets anti-âge, il faut aussi penser à des moyens de bloquer la formation de tumeurs, hein, qui seraient induites par l'augmentation de l'activité somatotropique. Donc c'est toujours un équilibre fragile, hein, et il sera d'importance pour les gens qui veulent développer des médicaments liés à la régulation de l'hormone de croissance de comprendre comment maintenir un équilibre entre les effets bénéfiques de l'activation de cet axe pour lutter contre le vieillissement, bien sûr, et puis protéger contre les effets maléfiques, hein, en particulier la formation de tumeurs. Hein. Vous voyez que, parce que les tumeurs, au fond, c'est du renouvellement, c'est de la croissance, sauf que c'est anarchique, et puis que ça ne tient pas compte de la régulation physiologique d'un organisme, où on ne peut pas permettre que n'importe quoi se produise. Ces cellules sont les gagnantes, hein. Sur le plan de la sélection naturelle, les cellules tumorales, ce sont des gagnantes. Sauf qu'elles tuent le porteur à la fin, donc elles perdent aussi, mais bon, elles ne le savent pas.
Donc pour clore un peu cette discussion, je rappelle donc que la réponse aux lésions de l'ADN inclut l'activation d'une protéine qu'on appelle P53, qui est un anti-oncogène, qui provoque la sénescence et la mort des cellules. Donc ça, c'est plutôt une chose. Et aussi stimule les réponses immunitaires innées et acquises. Donc ça, c'est important. Donc, ça, je dois l'avoir. Je ne vais pas revenir en arrière, ce n'est pas la peine, parce que je pourrais revenir là-dessus. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle ici la réponse immunitaire, qui est liée à l'activation de P53. Les cellules qui sont ainsi entrées en sénescence acquièrent malheureusement un SASP, c'est-à-dire qu'elles sécrètent des chymokines qui contribuent à l'inflammation de nombreux tissus, dont le tissu cérébral. Et alors, l'inflammation du tissu cérébral, ce n'est pas une bonne chose. Hein. C'est un des éléments de développement des maladies neurodégénératives que l'inflammation du tissu cérébral. Il y a des gens qui prennent tous les jours 80 mg d'aspirine. Il y a même aux États-Unis des dosages spécifiques de 83 ou 84 mg d'aspirine pour lutter contre l'inflammation cérébrale quotidienne. Et ils pensent, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, qu'avec un peu de vin rouge en plus, ça va les empêcher de vieillir. Hein. Bon, le tout c'est d'être content. Hein. Donc, voilà. Donc, si je reviens à mon camembert à 9 tranches dont on a commencé il y a plus d'1 an et demi maintenant, hein, avec ce camembert, vous verrez qu'on a déjà quand même, on avance, hein, l'air de rien. On a abordé de nombreux points aujourd'hui, dont la protéostasis ici, donc, sur laquelle je reviendrai un tout petit peu. La sénescence cellulaire qui doit se balader quelque part, je ne vois rien. Ici, oui, c'est une sénescence cellulaire. L'épuisement des cellules souches, hein, on en a parlé, via les télomères. Et les défauts de communication cellulaire, j'en ai parlé à propos de, évidemment, les interactions, par exemple, entre l'hormone de croissance, les IGF, etc. Hein. Donc, toujours, hein, là je suis toujours en train de vous dire ce qui est nouveau par rapport à l'année dernière. C'est pour ça que j'ai des papiers 2014, etc. Parce que, bon, malheureusement, heureusement, il y a des gens qui continuent à travailler. Donc, on a abordé quelques points du programme. Et je vais maintenant du programme que j'avais défini l'année dernière à travers ces 9 tranches. Et maintenant, je vais revenir sur le phénotype Progeria et sur quelque chose que vous connaissez bien, qui sont les laminopathies, hein, et tendre à d'autres syndromes de vieillissement pathologique. Donc là, je m'appuie sur une autre revue, qui est la revue de Ghosh. Elle n'est pas là, mais c'est une autre, mais je dois parler de Ghosh et Zoud, qui est dans Current Opinion in Genetic and Development, qui est une revue 2014. Donc je vous rappellerai, une fois de plus, que nombre des mécanismes cellulaires qui conduisent à un vieillissement normal ou pathologique convergent vers la question de l'intégrité du génome. Hein. Alors de ce point de vue, cette maladie-là, qu'on appelle Hutchinson-Gilford-Progeria syndrome, HGPS, est tout à fait paradigmatique, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle est causée par une mutation dans le gène de la lamine A. La lamine A, c'est une lamine qui est à la surface du noyau et qui permet de... en fait, ce sont des filaments intermédiaires nucléaires qui jouent un rôle dans la structure de la chromatine. Dans cette maladie, la lamine A est raccourcie de 50 acides aminés dans sa région C-terminale et empêche en fait le retrait d'un site de farnésylation. Donc ça, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails parce qu'on en a déjà parlé l'année dernière, mais ça a des effets sur la morphologie nucléaire avec une suite d'événements totalement catastrophiques que vous pouvez voir ici. En particulier, vous pouvez voir les résultats avec des effets sur les tissus cellulaires, avec une activation permanente de P53, une réponse inflammatoire, une altération métabolique, une dérégulation de l'autophagie, une dysfonction des cellules souches, et vous voyez le vieillissement prématuré auquel ça peut mener. Donc c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Hein. Et ça, c'est lié à une mutation dans le gène de la lamine A, qui induit la formation de cette protéine qu'on appelle la progérine et dont je vous rappelle qu'elle est générée normalement chez nous depuis la naissance jusqu'à la mort. Hein. C'est un excellent marqueur de vieillissement. Voilà. Sauf que là, c'est évidemment accéléré, comme vous pouvez le voir. Donc,
Donc toutes ces modifications et toutes ces croissance limitée, maladie cardiovasculaire, réponse inflammatoire, autophagie, prennent toute leur origine dans le retard qui est pris dans le recrutement des systèmes de réparation de l'ADN. Donc vous avez une instabilité génomique qui est une source du vieillissement qu'on a aussi constatée dans d'autres syndromes. Par exemple, si vous prenez des souris qui sont hypomorphes, c'est-à-dire qui expriment peu d'une protéine qu'on appelle la sirtuine 6, ou vous prenez des souris qui sont modifiées pour augmenter le taux de mutation mitochondriale, vous avez le même genre de phénotype. Donc vous voyez des souris, par exemple, dans lesquelles on peut prendre des mutations de la DNA polymérase qui est responsable de la fabrication, de la duplication de l'ADN des mitochondries. Vous aurez pas mal de cours sur la mitochondrie. Donc, ce que vous voyez, c'est des mutations mitochondriales qui vont entraîner une modification de la voie d'oxydoréduction, de synthèse d'ATP, une baisse du ratio ATP-ADP, une baisse du ratio NAD-NADH, et à ce moment-là, vous avez une diminution du renouvellement cellulaire, une exhaustion des cellules souches, et puis un vieillissement comme ça. Donc, et là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est, je le discuterai plus tard, mais ce qu'on appelle le nutrient sensing, c'est-à-dire la calorie restriction. Vous voyez que si vous diminuez le nombre de calories, alors c'est censé être très bon. Ça augmente une kinase qui est couplée à l'AMP. L'AMP, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai plus d'AMP que d'ADP. Donc ça m'active une kinase et ça a un rôle important sur PGC1-alpha, qui est un facteur de transcription, via une sirtuine qui est une déacétylase. Et ça va avoir un effet très fort, au contraire, sur le métabolisme des mitochondries et même sur la formation des mitochondries, c'est-à-dire une nouvelle formation de mitochondries. Donc, ces histoires c'est le rôle des mitochondries dans le vieillissement, bien entendu, mais je vais venir assez vite à ces questions de calories restriction. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que chez des souris hypomorphes pour sirtuine 6 ou chez des souris modifiées, eh bien, on a le même type de problème qu'on peut rencontrer chez les gens qui ont des mutations de type progérine. Donc ce sont tout un ensemble de syndromes de vieillissement précoce qui sont heureusement relativement rares, bien entendu, en tant que maladie génétique. Alors ils peuvent affecter un seul tissu, c'est-à-dire qu'on peut vieillir uniquement par un bout, ou on peut affecter tout l'organisme. Évidemment, il y a différents types de vieillissement. Donc vous avez ici ces syndromes de progéroïdes. Donc ça peut avoir uniquement un seul tissu. Par exemple, vous pouvez avoir un vieillissement qui est lié uniquement au système nerveux. Donc maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, etc. Et puis vous pouvez avoir des vieillissements qui sont plutôt segmentés et donc qui ne vont atteindre qu'une seule partie du corps. Mais bon, dans l'un cas comme dans l'autre, c'est pas formidable. Pour l'Alzheimer, j'ai souvent fait allusion, on sait que les souris porteuses des gènes mutés chez l'humain, donc on a introduit dans la souris des gènes porteurs de gènes mutés chez l'humain, responsables des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer, eh bien dans ce cas-là, elles réparent mal leur ADN, vous vous rappelez. Pour la maladie de Parkinson, j'y reviendrai dans un cours. En attendant, c'est vrai que le phénotype de type progéria est vraiment intéressant, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que la progérine, c'est-à-dire cette forme courte de l'amine A, celle qui est tronquée de 50 acéaminés dans sa partie C-terminale, écoutez, il y en a partout, elle s'accumule chez nous, et elle a probablement impliqué dans ce qu'on appelle le vieillissement normal. Donc, en fait, les mutations de type progérine ont des effets pratiquement sur tous les organes, à tous les niveaux. Vous voyez ici la mutation de l'amine A. Donc ça, c'est la maladie génétique. Vous avez des altérations épigénétiques, vous avez des modulations au niveau de la chromatine et du remodelage de la chromatine. Vous avez des modifications des interactions entre gènes et protéines, vous avez une modification des télomères,
Et tous les phénotypes cellulaires, ils sont là, hein, perte d'hétérochromatine, c'est-à-dire la région qui est réprimée dans le génome. Donc vous avez une augmentation de la transcription illégitime de gènes, commencez par des gènes qui sont là. Vous avez une modification de la forme du noyau, votre noyau commence à faire des petits lobes, vous avez une augmentation de la mort cellulaire, vous perdez la réparation cellulaire, vous avez une dysfonction mitochondriale, etc., etc. Et vous avez aussi des symptômes beaucoup plus... d'autres symptômes qui ne sont pas des symptômes de type cellulaire, hein. Vous voyez, alopécie, athérosclérosis, cachexie, le rein, fêlure du rein, scléroderme, problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Enfin bon, c'est pas une marade, quoi. Mais bon, c'est la vie. Parmi les cibles multiples, je ne reviens pas sur les télomères, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est le remodelage de la chromatine. Hein. Il existe un très grand nombre de facteurs chromatiniens dont l'activité dépend de l'ATP et qui régulent la structure de la chromatine, qui ont donc une fonction importante dans la réparation de l'ADN. Hein. Le complexe NURD, c'est-à-dire Nucleosome Remodeling Deacetylase, joue un rôle essentiel. Il s'agit d'un complexe de remodelage de la chromatine qui intervient dans la déacétylation des histones. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, HDAC1, qui est une histone déacétylase, que je vous ai présenté la semaine dernière, fait partie du complexe NURD. Et donc, c'est aussi un complexe qui agit aussi sur les méthylations des CPG. Donc, la méthylation des CPG, des îlots-CPG, je vous le rappelle aussi, bon, ce n'est pas une règle absolue, hein, mais dans sa généralité, elle est juste. C'est une méthylation qui contribue à la formation d'hétérochromatine et à la répression des gènes qui sont à leur voisinage. Hein. Donc, un des modes d'action de la répression au niveau des CPG, c'est la fixation de MESCP2, qui est une protéine qui est codée par un gène porté par le chromosome X, qui est muté dans le syndrome qu'on appelle le syndrome de Rett, qui est une maladie neurologique qui atteint les filles, pas les garçons parce qu'ils meurent avant, parce qu'ils n'ont qu'un seul chromosome X, comme vous le savez, donc quand il y a une mutation là-dessus, c'est fichu. Les malheureuses, elles ont deux chromosomes X, et donc il y en a toujours un qui est actif, l'autre qui est inactif, mais ça permet une survie relativement prolongée. Ça peut aller jusque vers 20-30 ans, mais ce qui est triste, ce qui est terrible dans cette maladie, c'est que en fait, vous développez normalement jusqu'à un certain âge, 8-9 ans, et puis après, ça se casse la figure, et c'est pas drôle. Donc les modèles murins de progéria démontrent, je l'ai dit tout à l'heure, une activation de P53 qui normalement mène à la sénescence et à la mort cellulaire. Mais alors, il y a un truc, c'est que si on retire P53, normalement, on ne devrait pas avoir le phénotype HGPS. Hein. Mais en fait, ce n'est pas vrai, il n'est pas sauvé. Donc, il y a d'autres voies qui sont impliquées dans les laminopathies que la voie P53. Donc, parmi ces voies, on retrouve l'attrition des cellules souches adultes, la dérégulation de l'axe somatotropique et de forts changements dans le métabolisme du glucose et des lipides. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça devient trop compliqué. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une simple mutation, hein, comme celle de l'amina par exemple, nous engage donc dans de nombreuses voies du vieillissement pathologique, ce qui suggère un lien très fort, et c'est là que c'est important, que je m'en dois le souvenir, parce que je vous l'illustrerai avec des travaux qui sont des travaux pas personnels, qui sont faits par les gens de mon laboratoire. Un lien très fort entre la structuration de l'hétérochromatine et la longévité. Hein. Donc, moi, je suis assez convaincu qu'une grande partie de la question de la longévité, c'est une question de la structure de l'hétérochromatine, et que si on pouvait restructurer l'hétérochromatine au cours du vieillissement, on bloquerait probablement une grande partie du vieillissement. Et le fait que le cerveau ne soit pas touché dans la progéria, vous avez vu les images de ces jeunes enfants hein, qui ont déjà des physiques de vieillards, ils ont un système nerveux normal, et ça c'est lié au fait que la lamina est très peu exprimée dans les neurones, alors que la lamine B, elle, est fortement exprimée dans les neurones. Mais enfin, dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones, et il faut penser qu'en dehors des neurones, évidemment, il y a le système vasculaire, il y a les fibroblastes, il y a les macrophages, et donc vous pouvez avoir un vrai problème à ce niveau-là. Hein. Donc
On peut avoir un cerveau sain dans un corps fatigué, en l'occurrence. Ça se voit d'ailleurs, il y a plein de vieillards qui sont extrêmement pointus sur le plan intellectuel. Ça, c'est encore la bonne nouvelle. Mais il ne faut pas être trop enthousiaste quand même. J'aime pas que vous deveniez trop enthousiaste. Maintenir un certain niveau d'angoisse dans la salle, sinon c'est pas intéressant. Oui, j'ai eu un autre mail en disant il y avait des gens vachement angoissés la semaine dernière. Non, c'est la vie. Hein. C'est Kurt Vonnegut, je ne sais pas si vous avez lu Kurt Vonnegut, c'est un de mes auteurs préférés. Il raconte le bombardement de Dresden. Il dit 100 000 morts, c'est la vie. Voilà, donc. Et à chaque fois qu'il y a un truc terrible qui arrive, il raconte c'est la vie. Donc, oui, c'est la vie. Donc, pas trop d'enthousiasme, parce que le cerveau, effectivement, ce n'est pas que des neurones. Il y a les macrophages et le vasculaire, je vous le disais. Et on pourrait se dire, est-ce que le vieillissement cérébral, ce n'est pas d'abord le vieillissement de son système vasculaire? Je crois qu'on peut y réfléchir, et nous y réfléchirons probablement l'année prochaine. Hein. Sauf que l'année prochaine, on ne parlera pas de vieillissement, hein, ça je vous promets. L'année prochaine, ça va être entièrement joyeux. Voilà. Donc, mais c'est quand même une idée intéressante, parce que si l'hypothèse était seulement partiellement juste, cela signifierait qu'on pourrait ralentir le vieillissement cérébral en agissant au niveau de la circulation, donc de façon non invasive. Hein. Parce que le problème de vouloir aller directement dans le système nerveux, c'est qu'il faut quand même faire des trous. Enfin bon, je sais que c'est pas grave, enfin bon, il y en a déjà pas mal, mais c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Donc, de ce point de vue, les cellules induites pluripotentes, vous vous rappelez, on prend une cellule, on lui exprime 4 gènes, elle redevient une cellule embryonnaire, et après on peut faire revenir dans un lignage qu'on veut. Donc, on peut faire des cellules IPS à partir de patients de gens malades, et on peut les différencier en cellules endothéliales vasculaires ou musculaires, ou cardiaques. Et ça donne une possibilité, sur le plan de la recherche de médicaments, de cribler, si vous voulez, des drogues qui seraient susceptibles de ralentir le vieillissement vasculaire ou le vieillissement de ces cellules, et qui pourraient être des drogues intéressantes. Donc, ce que veut dire, c'est que de simples fibroblastes peuvent aussi être utilisés, d'ailleurs, pas besoin forcément de les faire revenir à l'état d'IPS et rediférencier en cellules endothéliales vasculaires. Parce qu'au fond, au départ, si vous voulez, quand vous regardez vos modèles de progéria, vos modèles de vieillissement accéléré, le phénotype est un phénotype nucléaire qui est relativement peu spécifique. Hein, c'est-à-dire que, essentiellement, se caractérise par une perte de la structure de type hétérochromatine, c'est-à-dire une structure extrêmement compacte, à partir de laquelle les gènes sont assez peu transcrits. Hein. Donc, récemment, et en introduction à des développements ultérieurs, il a été démontré que la rapamycine, hein, que vous voyez ici, qui est un antibiotique de la famille des macrolides, abolit les phénotypes nucléaires dans des fibroblastes de malades atteints de progéria, des HGPS, des fibroblastes en culture bien entendu, et diminue leur sénescence hein, en éliminant la progérine, justement, ce fragment qui est diminué de 50 acides aminés dans sa partie C-terminale, par voie d'autophagie. Hein. Donc, je consacrerai un développement spécial à la question de l'autophagie. Et je vais vous donner juste ici quelques informations sur la rapamycine qui vont nous être utiles un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc, la rapamycine, c'est un antibiotique qui a été découvert chez un champignon de l'île de Pâques. Donc, il a fallu aller assez loin quand même. Hein. Elle a pour cible deux complexes qu'on appelle mTOR-C1 et mTOR-C2 qui sont ici. TOR, ça veut dire Target of Rapamycine. Donc, ça se mord un peu la queue, je suis d'accord, mais donc mTOR-C1, que vous voyez ici exprimé, est immédiatement sensible à l'antibiotique. Quand je dis immédiatement, c'est-à-dire très rapidement. Là, ça demande une exposition chronique à la rapamycine. Vous voyez ici, il faut une exposition chronique pour atteindre ce complexe-là, alors que là, c'est aigu. C'est-à-dire en aigu, on peut bloquer ce complexe. Hein. Et cette rapamycine a été utilisée en premier dans le domaine du cancer, bien entendu, parce que les cellules transformées, cellules tumorales, hein, ont un très fort métabolisme.
Ce sont des cellules qui bouffent tout, quoi. Elles se prolifèrent énormément, donc elles ont besoin de beaucoup d'ATP, donc elles ont un métabolisme extrêmement puissant. Et donc, une demande donc, très forte en nutriments. Et donc, et ça, c'est le nutriment, c'est directement contrôlé par mTOR C1. C1 vous voyez. Donc, en fait, si vous bloquez mTOR, vous allez rendre les cellules beaucoup plus fragiles, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir assez d'ATP, si vous voulez, et elles ont toutes chances de ne plus être capables de répondre ni aux facteurs de croissance, ni à la présence de nutriments. Et les facteurs de croissance, une expression anormale de facteurs de croissance, ça peut être une cause, évidemment, de formation de tumeurs. Donc, en période de diète, quand on retire les nutriments, mTORC1 favorise la glycogénèse, la glycogénolyse musculaire et hépatique, la libération des acides gras à partir des réserves lipidiques. En présence de nutriments, il a l'effet inverse. Donc, vous voyez ici, ce système régule énormément du métabolisme, et en particulier, il régule énormément tout ce qui regarde la croissance cellulaire, c'est-à-dire comment une cellule grossit, mais aussi la prolifération des cellules. Donc, c'est un antibiotique qui est intéressant. Donc, la rapamycine a aussi été utilisée pour certaines maladies du système nerveux. Beaucoup d'études suggèrent que l'inhibition de mTORC1, donc celui-là, est protectrice dans des modèles in vivo de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Donc, les auteurs de cette revue, Lee et compagnie, lient cet effet à l'importance des protéines mal conformées ou des protéines agrégées dans ces maladies. Donc, je vous renvoie au cours de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Et le fait que l'activité de mTORC1 diminue stimule leur biosynthèse et bloque l'autophagie qui contribue à s'en débarrasser. Donc, en fait, si vous bloquez mTORC1, ce que vous avez, c'est que vous avez une moins grande synthèse de ces protéines, et en même temps, vous avez plus d'autophagie. Et l'autophagie, c'est quelque chose qui permet de bouffer les protéines qui sont mal conformées. C'est-à-dire que quand vous avez des protéines qui font des agrégats, qui précipitent, vous vous rappelez, je vous ai rapporté par l'histoire de la superoxydismutase, ou l'histoire de l'alpha-synucléine, ou l'histoire même des complexes des plaques, amyloïdes, ou de plaques de cytosquelette, ces choses-là, normalement, doivent être mangées. Donc, d'abord, si vous faites moins de ces protéines, vous faites moins de plaques, vous faites moins de précipités. Mais en plus, si vous stimulez le système de l'autophagie qui permet de s'en débarrasser, ça peut aider. Donc, c'est une des explications. Donc, il y a un modèle qui est le syndrome de Leigh, qui est une atteinte des ganglions de la base, striatum et compagnie, qui est provoquée par la mutation d'une enzyme mitochondriale qui est MDFS4, qui est une protéine du complexe 1 de la chaîne de transfert des électrons dans la mitochondrie. Je vous en ai souvent parlé, mais j'y reviendrai. Dans ce modèle de maladie de Leigh, la rapamycine diminue, dans un modèle murin, bien entendu, diminue le décours de la maladie. Donc, ça suggère un effet possible au niveau mitochondrial. Et une fois de plus, ça nous évoque la maladie de Parkinson, qui, comme le syndrome de Leigh, est une maladie des ganglions de la base, pour laquelle le complexe 1 a été mis en cause à juste titre et plusieurs fois, et ça, je vous en ai déjà souvent parlé. Mais j'y reviendrai dans un des cours. Je ne sais pas si j'arriverai une fois de plus à terminer mon cours cette année, mais bon, c'est pas grave. J'essaie de peut-être parler un peu plus longtemps ce soir. Ça m'amène à la longévité, parce que l'inhibition, qu'elle soit pharmacologique ou génétique, de la signalisation par mTOR augmente la survie des invertébrés. Alors je parle pour les invertébrés ici, depuis la levure jusqu'à la mouche. Il semble que ce soit aussi le cas chez les souris, qui sont traitées pour 1 an à partir de 12 mois. Donc prenez une souris de 12 mois, et puis pendant 1 an, vous la traitez avec la rapamycine, eh bien, il semblerait que ça permet une survie prolongée. Alors, ça peut être un effet indirect, en particulier un effet sur des pathologies qui ne sont pas directement liées au vieillissement, mais qui l'accompagnent. Par exemple, une tumeur. C'est-à-dire que quand vous vieillissez, vous avez plus de chances d'avoir des tumeurs. Si vous traitez pendant les dernières périodes de la vie votre animal de façon systématique à la rapamycine, alors
par le biais que je viens de vous expliquer, vous allez diminuer la capacité des tumeurs à utiliser de l'énergie. Et donc, vous allez, les cellules qui sont les plus demandeuses en énergie vont être touchées les premières. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être quelque chose d'autre, bien entendu. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est une diminution des signes classiques du vieillissement. En plus de ça, c'est-à-dire qu'en particulier, les activités cognitives. C'est-à-dire que si on regarde l'activité exploratoire, l'apprentissage spatial, la mémorisation spatiale chez les souris qui sont traitées pendant 12 mois avec la rapamycine, eh bien, on a une augmentation de capacité intellectuelle des souris. Et d'ailleurs, ça, c'est indépendant de l'âge de début du traitement. Hein, donc, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose qui est évidemment énormément étudié par les gens qui s'intéressent aux modifications avec le temps des capacités cognitives des petits mammifères. On ne parle pas des gros. Hein. Donc, après ce crochet par la rapamycine, que je viens de vous faire, sur lequel je reviendrai, je vais retourner, vous n'en voudrez pas, à la progérine, à travers un papier qui est récent et que j'ai trouvé assez provocateur de quelqu'un qui s'appelle Lopez Mella et collaborateurs, donc c'est lui là. Et dans ce travail, les auteurs partent de l'hypothèse que dans cette maladie, dans la progéria, donc HGPS, le problème, c'est une mauvaise lamina, d'accord, parce qu'elle est courte et farnésilée, plutôt que le manque de lamina. Donc il y a une autre lamine qu'on appelle la lamine C. Et la lamine C, c'est une variante d'épissage de la lamine A. C'est-à-dire que le même gène peut faire soit de la lamine A, soit de la lamine C, suivant le niveau d'épissage qu'on peut avoir selon l'épissage. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire des souris qui ne peuvent que faire de la lamine C, mais plus jamais de lamine A. D'accord ? Donc ce sont des souris qui deviennent... alors vous voyez par exemple ici, vous avez une souris avec une lamina mutée, donc vous avez plus de lamina, vous avez la progérine qui est formée, donc ça c'est la forme qui induit le vieillissement, vous avez de la lamine C. Là vous avez la même souris hétérozygote, donc vous avez de la lamina normale, mais vous avez aussi de la progérine et de la lamine C, donc ça ce sont des souris qui normalement sont censées vieillir assez rapidement. Là vous avez une souris normale, vous avez la lamina, puis vous avez de la lamine C qui est le produit de splice, d'épissage, excusez-moi, du gène. Là, vous avez une souris dans laquelle vous avez deux mutations qui empêchent la formation de lamina. Donc là, c'est l'hétérozygote, mais là, c'est l'homozygote. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus que de la lamine C, d'accord, mais plus de lamina du tout. Donc ces souris-là sont extraordinairement intéressantes parce qu'elles n'ont plus de lamina, mais elles n'ont pas encore de progérine. Elles n'ont pas de progérine non plus. Hein. Donc si vous regardez ces souris, eh bien, elles deviennent obèses, très grosses souris, mais, alors, il faut choisir, elles deviennent obèses, mais elles vivent plus longtemps. Voilà, donc ça, c'est un truc qui est drôle, c'est-à-dire qu'on aurait l'idée que quand on devient trop gros, on meurt plus vite. Hein. Ben non, on peut être gros et vivre plus longtemps, c'est le cas de ces malheureuses souris. Donc ça, ça m'a étonné. Si on regarde les phénotypes des souris, de nouveau ici, donc vous les voyez là, donc c'est un petit peu compliqué parce que de nouveau, j'y vois rien. Tout le monde vieillit, hein. Je pourrais croire. Pas parce qu'on sait comment ça se passe qu'on est épargné. Donc, mais au moins on prend une certaine distance. Voilà. Je pense que le plaisir de la chose, c'est que si on comprend comment ça se passe, on en souffre toujours, mais il y a une sorte d'humour qui s'introduit, vous voyez, dans l'affaire. Donc, je pense que vous n'êtes pas totalement perdant là. Donc, en tout cas, moi, ça m'a amusé. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde ces souris, on a un effet dose. C'est-à-dire que, vous voyez ici, ces souris qui meurent extrêmement rapidement. Et vous voyez, ces souris-là sont des souris, c'est le vert là, elles vieillissent. Bon, c'est peu de choses, mais à la fin, 10% d'augmentation, ce n'est pas totalement négligeable.
Donc, elles vivent longtemps, même si elles sont un tout petit peu plus grosses. Donc, 10%. Bon. Si on dit qu'on meurt à 88 plutôt que 80, je ne sais pas. Bon, il y a du pour et il y a du contre. Hein. Tout dépend comment ça se passe à la fin. Enfin, à la fin, ça ne se passe jamais très bien de toute façon. Mais... Donc, c'est faible. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une forte incidence de tumeurs dans la cavité abdominale, ce qui suggère que ce vieillissement prolongé, en l'occurrence, s'accompagne de développement très tardif de lymphome, mais ça n'a pas l'air de déranger trop. Donc l'autre phénotype dont je vous ai parlé, c'est l'augmentation du poids. Hein. Donc les souris vivent vieilles, mais deviennent obèses. Et donc elles sont résistantes à l'insuline, plus les tumeurs. Donc il faut réfléchir quand même. Donc c'est étrange, hein, c'est vrai que c'est un truc étrange, mais ça suggère de façon que je trouve assez intéressante un lien entre les lamines nucléaires et le métabolisme énergétique. C'est-à-dire qu'en plus de cette histoire de lamine qui a à voir avec la structure de l'hétérochromatine et de la chromatine d'une façon générale, ce que vous avez aussi là, c'est quelque chose qui a à voir avec le métabolisme énergétique et donc avec l'activité mitochondriale. Donc ces souris qui ont de la lamine C et qui n'ont plus de lamine A, eh bien, consomment moins d'énergie, c'est clair, et elles préfèrent le gras plutôt que les carbohydrates. Elles préfèrent manger du gras que du sucre comme source d'énergie. Alors pourquoi, j'en sais rien. À moins, évidemment, que les lamines aient des actions ailleurs que dans le noyau. Alors, est-ce que par hasard, les lamines pourraient avoir un rôle non nucléaire, c'est-à-dire autre que dans la structure de la chromatine? Ce n'est pas impossible. Il y a un papier qui a été publié en 2012, en novembre 2012, qui suggère, par exemple, que la lamine B pourrait avoir un rôle au niveau des mitochondries, justement, et serait nécessaire au maintien de l'intégrité des synapses. Donc, c'est un article par une collègue compétitrice, donc on ne va pas en parler trop. On va faire de la publicité, d'accord? Donc, pour en finir sur cet aspect-là et ouvrir sur des développements futurs, je voudrais vous signaler maintenant une étude d'autres collègues qui s'appelle Liu et collaborateurs dans Cell Metabolism, qui est un excellent journal, donc ça c'est ces gens-là. Et il suggère que le resveratrol, vous vous rappelez, le resveratrol, c'est ce qu'il y a dans le vin rouge de Bordeaux et qui active la sirtuine 1, donc ça c'est de l'année dernière. Alors, il se trouve que ça interagit avec la lamine A et ça réduit le phénotype Progeria de HSPG dans un modèle murin et ça augmente aussi la durée de vie des souris. Hein. Donc vous voyez ici la lamine A. Vous voyez ici SIRT1 qui est activé par le resveratrol. Et vous voyez que vous avez plein de régions où vous avez une interaction entre SIRT et la lamine A. Hein. Donc, vous avez des co-immunoprécipitations entre SIRT1 et lamine A. Donc, vous prenez un anticorps contre la SIRT1 et ensuite vous immunoprécipitez et ensuite vous faites un western avec l'anticorps anti-lamine A ou le contraire d'ailleurs. Et vous voyez que les deux se précipitent ensemble. Donc vous avez une interaction. Et donc ça réduit le phénotype Progeria dans le modèle murin et ça augmente la durée de vie des souris. Donc le resveratrol de nouveau revient aujourd'hui. Donc le mécanisme qui est proposé, c'est qu'en présence de progérine, SIRT1 voit son association diminuer avec la matrice nucléaire. Hein. Et s'il n'y a plus de SIRT1, on a moins d'activité des acétylases. Et ça conduit à une perte rapide de cellules souches chez l'adulte. Hein. Donc si on rentre un tout petit peu dans les détails, pas trop, je vous promets, on sait que la lamine A est un composant majeur de la matrice nucléaire, hein, ça je vous l'ai répété plusieurs fois, et qu'évidemment, dans la matrice nucléaire, il y a beaucoup d'autres facteurs, hein, dont ce qu'on appelle les histones déacétylases. Hein. Donc, quand je retire un acétyl à des histones, j'augmente mon hétérochromatine. C'est-à-dire que je diminue l'expression des gènes qui sont associés à l'hétérochromatine. En général, ce n'est pas bon d'avoir des gènes de l'hétérochromatine qui sont exprimés. C'est en général, il y a évidemment aussi dans l'hétérochromatine des gènes qui sont exprimés et qui sont bons, mais de façon générale, ce sont des gènes qu'on préfère maintenir silencieux.
Donc, la mutation qui donne naissance à la progérine, donc à la truncation des 50 derniers acides aminés, dans les fibroblastes qui ont cette mutation, ce sont des souris, modèles de souris, hein, entrent en sénescence prématurée. C'est aussi vrai des fibroblastes humains, avec une participation active, vous le savez maintenant, de l'activation de P53. Mais pas seulement des P53. Vous vous rappelez que quand on avait retiré P53, on conservait un phénotype de type sénescence, je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que la déacétylase, qui dépend du NAD+, en fait CYRT1, donc CYRT1 qui est cette déacétylase, on peut imaginer que CYRT1 régule de nombreuses voies métaboliques, et ça, c'est vrai chez la levure, avec l'orthologue de CYRT1 qui s'appelle CYR2 chez la levure, et de nombreuses études suggèrent que cette sirtuine joue un rôle dans la longévité proche de celui attribué à la restriction calorique. Donc, si je mets des conditionnels, c'est parce que je ne veux pas mettre en doute la véracité des travaux de nos collègues, bien entendu, mais c'est pour vous inciter à ne pas généraliser à notre espèce des résultats qui sont obtenus sur d'autres mammifères ou même sur des invertébrés. Et cela est particulièrement vrai des effets bénéfiques de la restriction calorique. C'est pour ne pas vous priver du plaisir du repas que vous allez prendre après ce cours. Donc, mais même quand même, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir une interaction entre la sirtuine et la lamina qui est impliquée dans la structuration de l'hétérochromatine. Donc le resveratrol, donc cet polyphénol qu'on trouve dans le vin rouge de Bordeaux, paraît-il, est un activateur donc de CYRT1. Il augmente la durée de vie des levures, des vers, des mouches et la durée de vie en bonne santé des souris. Donc on ne connaît pas vraiment son mode d'action, mais il est certain qu'il active CYRT1 et que nombre de ses effets bénéfiques dépendent de cette activation de CYRT1. D'accord ? De son côté, CYRT1 déacétyle de nombreuses protéines, et en particulier des protéines de la chromatine. Donc, pour en revenir à la progérine, je vous rappelle effectivement qu'elle est produite chez nous, que sa production augmente avec l'âge et avec le raccourcissement des télomères. Donc, je pense que cette protéine... donc c'est intéressant de ce point de vue de comprendre une interaction physiologique entre la lamina et la sirtuine, parce que ça pourrait avoir un rôle à jouer dans le vieillissement général si on a une formation de progérine régulière à partir de la lamina, ce qui est le cas, une interaction entre la sirtuine et la lamina et les effets anti-âge du resveratrol, on pourrait avoir là quelque chose qui serait de l'ordre d'un programme de recherche, d'une certaine façon. Donc, dans une première série de leurs expériences, ça vous ennuie si je dépasse de 5-10 minutes? Vous en avez vraiment ras-le-bol? Non. Bon. Vous êtes vraiment bien élevé, pour connaître. Donc, dans une première série d'expériences, les auteurs démontrent que CYRT1 et lamina, mais pas la lamine C, ça c'est dans les western blots qu'on voit ici, colocalisent dans des noyaux et co-immunoprécipitent, ce qui suggère donc une interaction directe entre les deux protéines. Donc ça, c'est clair, on a une interaction directe entre la sirtuine et la lamina. Donc ça, c'est bien. Sirtuine 1, la sirtuine 1 déacétyl P53, donc sur une lysine qui est la lysine, c'est pas grave, 382. Et on peut voir ici, c'est un petit peptide qui permet de suivre, si vous voulez, l'activité déacétylase. Donc, c'est un peptide qui a un acétyl fluorescent, qui a un fluoroacétyl P53, c'est un petit peptide, qui peut être utilisé pour mesurer les activités déacétylase. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'activité de CYRT1 recombinante, a donc été testée. Et ça a permis de démontrer très clairement que quand je rajoute de la lamina, vous voyez ici, j'augmente la concentration de lamina, c'est la recombinante humaine, RH veut dire humaine et recombinante. Vous voyez qu'ici, vous avez de la sirtuine, et si je rajoute de la lamina, j'augmente l'activité des acétylases. Donc ça veut dire que j'ai effectivement une interaction directe sur l'activité des acétylases de l'interaction entre la lamine A
et sirtuane. Et si je mets du resveratrol, le resveratrol lui-même augmente. Alors là, là j'ai un inhibiteur de SIRT1. Alors vous voyez, paf, il ne se passe plus rien. Et si je rajoute du resveratrol, je ne sais plus où c'est là-dedans, mais je vais le trouver, ne vous inquiétez pas. Eh bien, ce que je vois, je stimule l'activité de SIRT1, mais ça demande. Je n'ai pas mis sur la diapositive, je n'ai mis pas sur la diapositive. Donc, si je mets du resveratrol, je stimule l'activité de SIRT1, mais je ne la stimule que si j'ai de la lamina qui est présente. Ça veut dire que quand même, mon resveratrol, il agit sur l'interaction entre lamina et sirtuine. Donc, c'est une action qu'il a au niveau nucléaire, et donc au niveau, de nouveau, si vous voulez, de la structure de l'hétérochromatine. Donc, alors, pour le phénotype de vieillissement prématuré qui est lié à la progérine, c'est-à-dire à la clivage de la partie C-terminale de la lamina, eh bien, on peut supposer que quand je clive cette partie C-terminale de la lamina, on peut l'imaginer, mais c'est plus que de l'imaginer, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant une très mauvaise interaction entre SIRT1 et la progérine. Donc, plus j'ai cette forme de progérine mutée, au cours du vieillissement, comme nous tous nous l'accumulons au rythme de 1% par an depuis qu'on est né, eh bien, ce qui se passe, c'est que plus ça va, et moins ma sirtuine 1 est capable de s'associer à la lamina, parce que la lamina est tronquée et que cette troncation diminue l'affinité. Donc, ça suppose que le domaine d'interaction entre la sirtuine 1 et la lamina est dans le domaine C-terminal clivé dans la progérine, dans le domaine C-terminal de la lamina, soit que le complexe ne se localise plus au bon endroit. C'est-à-dire que ça, c'est aussi possible, c'est que ça ne va plus là où il faut. Donc, de nouveau, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces expériences, mais ce qui se passe, c'est que les deux sont vrais. Les deux sont vrais, et ceux que ça intéresse, je les renvoie à l'article, parce que c'est un article qui est vraiment intéressant. Donc, par ailleurs, même si l'activité d'acétylase est diminuée, donc je diminue l'activité acétylase de SIRT1 quand j'ai ma mutation, il y a aussi un problème d'affinité, d'affinité entre les deux protéines. Donc, les auteurs ont démontré que l'addition de resveratrol, donc le polyphénol, augmente l'interaction entre la lamina et la sirtuine 1. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, et augmente aussi la localisation dans la matrice nucléaire. Donc, je me rajoute mon polyphénol, un petit peu de Bordeaux, et hop, j'augmente SIRT1 son activité, qui se lie sur la lamina, qui va dans l'hétérochromatine, qui resserre mon hétérochromatine, et je vieillis moins vite pendant la nuit, si on boit le soir. Sinon, pendant l'après-midi, si on boit à midi. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ils ont montré ça. Et donc, le resveratrol a aussi un effet physiologique, en particulier, ce qui a été vu, c'est qu'il augmente la prolifération des cellules souches, la minéralisation osseuse, la durée de vie des souris progéroïdes, et ça, je vous le montre là. Là, donc, vous avez ici des cellules souches hématopoïétiques. Si, je ne vois rien du tout, mais je crois que c'est ça, ça doit être ça. Donc, vous voyez ici, dans des cellules souches hématopoïétiques d'animaux normaux, qui sont mis dans des boîtes, on voit qu'il y a plein de foci, donc ça veut dire qu'ils prolifèrent. Là, j'ai mon phénotype progéroïde, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le clivage de ma lamina. Et si je rajoute du resveratrol, je pense qu'il y a écrit RSV ici, vous voyez que c'est quand même mieux qu'ici, ce n'est pas parfait, mais on peut quantifier. Donc vous voyez, vous avez une réaugmentation de la prolifération de vos cellules souches sanguines, donc ça c'est plutôt un bon signe. Là, c'est le tissu osseux, donc vous voyez ici la densité de vos cellules dans votre os, dans la matrice osseuse. Là, vous voyez ce qui se passe quand j'ai la mutation, donc vous voyez, il y a des trous partout. Là, je rajoute du resveratrol, ça va mieux, et je peux de nouveau le quantifier. Et puis là, ce que je regarde, c'est le poids de mes souris, mâles ou femelles, en fonction de l'âge. Et vous voyez que eh bien, les souris ne deviennent pas cachectiques, donc elles gardent un poids normal. Évidemment, elles maigrissent un peu en vieillissant, ça c'est un truc classique. C'est vrai chez les mâles et chez les femelles.
Et ce que vous voyez aussi ici, c'est le pourcentage de survie. Vous voyez que dans vos souris qui sont ici mutées, donc une progérine mutée, qui ont de la progérine, donc, puisque la lamina a été mutée, vous voyez que vous avez une mort cellulaire, une mort de l'animal qui commence beaucoup plus tôt, vous avez un vieillissement prématuré. 50% de vos souris meurent à 22 semaines, c'est quand même très, très jeune pour une souris, hein. C'est à peine 1 an, 6 mois. Et vous voyez que si vous rajoutez du resveratrol, je crois que l'effet est quand même incroyablement net, vous avez maintenant des souris qui vivent 28 semaines. Vous direz, bon, enfin, à mi-temps, hein. Il y en a qui vont quand même jusqu'à 34 semaines. Honnêtement, ce n'est pas énorme, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, elle gagne un petit peu. Et vous voyez que la durée maximale de vie passe, donc, je vous le disais, de 27 semaines à 34 semaines. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un effet de cette drogue, de ce polyphénol, sur la survie, hein. Donc, je vais peut-être arrêter là, parce que sauf si vous voulez que je continue, parce que j'ai plein de trucs, mais on continuera peut-être la semaine prochaine. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Peut-être allonger peut-être rajouter un cours encore après, peut-être, on va voir. Donc oui, tu vas aller picoler un petit coup de Bordeaux, oui, je vois ça, oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie.